Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings des œuvres abordées dans cet épisode peuvent être la maladie, la mort, le deuil, l'isolement, la violence institutionnelle, la stigmatisation, le tri, la fin de vie, la quarantaine. Je resterai sobre, on parle d'écriture, d'éthique, d'images justes et de ce que ce sous-genre révèle de nous. Il y a des horreurs qui arrivent par une porte. On la voit s'ouvrir, quelqu'un entre, on sait à qui parler. Et il y a celles qui sont dans l'air. La contamination et l'épidémie appartiennent à cette seconde famille. Ce qui te menace n'a pas de visage, circule mieux que toi, va plus vite que ta décision, passe d'une bouche à l'autre, d'une main à une rambarde, d'un baiser à un métro. C'est le sous-genre où le danger est vectorisé. Il ne te saute pas dessus. Il emprunte tes gestes les plus humains. C'est pour ça que ces récits sont puissants et épuisants. Ils obligent à interroger nos évidences, toucher, respirer, se réunir, travailler. Et ils déplacent l'horreur de la bête vers une structure qui nous tient. On a tendance à le réduire à 3 images. Un patient zéro, un graphe qui monte, une ville vide. C'est vite dit. Les textes qui durent refusent l'infographie. Ils s'installent dans les interstices, la lenteur d'un diagnostic, une porte qu'on n'ose plus pousser avec sa paume, le silence d'un service de nuit, un faire-part, une réunion de cellules de crise où les mots « si » et « et » valent des heures. Ils savent que la contamination n'est pas que biologique. C'est une métaphore puissante qui a servi à tout. L'idéologie, le désir, la rumeur, la pauvreté, les autres. Et qu'il faut manier avec une responsabilité particulière. Parce que contaminer sert trop souvent d'alibi à la stigmatisation. Ça permet de désigner des corps à distance, de fabriquer des coupables dont la seule faute est d'exister au mauvais endroit. Je te propose un tour d'horizon sans feu d'artifice. On va dérouler la matière de ce sous-genre. Son, espace, temporalité. Regardez comment la littérature fabrique l'épidémie sans tomber dans des manuels de santé publique. Cartographier des œuvres qui ont marqué, pointer des pièges, les faux méchants, les raccourcis, la tentation du spectacle et dire pourquoi ces fictions nous travaillent encore après les quarantaines réelles que nous avons vécues. Pas pour rouvrir des plaies, pour comprendre comment la littérature les pense et parfois les empêche. Ce n'est pas un hasard si les récits les plus forts commencent par des sons qui changent. Moins d'avions, plus d'ambulances. Des haut-parleurs dans des gares presque vides, le grésillement d'une radio d'hôpital, la plainte régulière d'un ventilateur, la minuterie d'un perfuseur. La ville prend une acoustique de couloir. On entend loin, on marche plus doucement, on évite les poignées. La lumière change aussi. Néon qui gagne, vitrine éteinte, soleil de fin d'après-midi dans des rues sans foule, visière qui reflète des plafonniers. Les romans qui tiennent n'impliquent pas les statistiques, ils déplacent le climat. Quand tu lis La Peste, tu entends d'abord de la poussière sur des trottoirs, des portes qu'on ferme trop vite, des voix qui se mettent à compter. Quand tu lis Blindness de Saramago, la blancheur n'est pas une figure, elle envahit la page, la syntaxe ralentit, la ponctuation s'étire pour caler la respiration. Le temps, surtout, se bifurque. Les heures publiques, donc ouverture, fermeture, transport, cèdent à des heures sanitaires. Temps d'incubation, durée de quarantaine, fenêtre de contagion. Ronde de garde, rotation des équipes, décompte des lits. La phrase épidémique a ses verbes. Isoler, tester, tracer, confiner. Et ses adverbes. Immédiatement, strictement, provisoirement. Elle s'invite dans la vie la plus intime. Tu viens ? Non, j'ai été en contact. La grande littérature épidémique n'exhibe pas ces mots comme des gadgets. Elle montre comment ils mangent le quotidien, jusqu'au baiser qu'on n'ose pas, au café qu'on boit sur le trottoir, à l'étreinte qu'on négocie en regardant un thermomètre. Avant la pandémie récente, la littérature avait déjà rangé sur ses étagères toute une série de formes épidémiques. La chronique d'abord, qui épuise la voix d'un témoin, Defoe, dans Journal of the Plagueyear, invente la mise à distance documentaire. Liste, tarifs des fosses communes, rumeurs, contes et avis placardés. Un roman avant la lettre qui fait des documents des personnages. Camus, avec La Peste, installe Oran comme laboratoire moral. Médecin, commerçant, religieux, exilé du cœur, et un nous dont le nous tient autant au langage qu'à la biologie.
Ce n'est pas un roman de bacille, c'est un roman de position. Viennent ensuite les grandes fables virologiques. The Andromeda Strain de Crichton déroule un protocole scientifique comme un thriller. Isolement, sas, défaillance, hypothèse, correction. Le plaisir rigoureux de la procédure et de la peur du grain de sable. The Stand de Stephen King étale la catastrophe puis la reconstitution d'un ordre. L'épidémie comme remise à zéro, qui n'efface pas la morale, au contraire, elle l'a mise à l'épreuve. The Last Man de Mary Shelley rêve le monde après la fièvre. Vaste mélancolie de survivants qui cherchent un sens à une démographie effondrée. Le contemporain, lui, a compris qu'il était difficile d'inventer un microbe plus efficace que la rumeur. Sévérance de Lingma fait de la répétition au travail une force de contamination. L'automatisme est plus viral que le virus. Station 11 de Emily John Mandel raconte la reconstitution par l'art. Musique, Shakespeare, caravane, et décide que le post-apocalyptique n'est pas obligé d'être gris. La beauté circule comme dans un contre-virus. Zone 1 de Colson Whitehead transfigure le zombie en maladie d'habitude. Le nettoyage d'une ville devient un essai sur l'Amérique des restes. New Flesh de Mira Grant organise toute une société autour de protocoles médiatiques, tests, blogs, comités, et l'idée que la contamination la plus constante est celle de l'information. On pourrait citer Oryx and Crake de Atwood pour la biotech arrogante, Wanderers de Chuck Wending pour la transmigration, World War Z de Max Brooks pour l'oralité politique d'une pandémie à étage. Le point commun n'est pas le virus, c'est la médiation. Journaux, archives, posts, messages. L'épidémie s'écrit pendant qu'elle arrive. Enfin, il y a les romans du deuil collectif, plus silencieux qui parlent moins de contamination que ce qu'elles laissent. Never Let Me Go de Ishiguro n'est pas un récit d'épidémie, mais il enseigne l'éthique de l'extraction du vivant, corps comme ressource que beaucoup de fictions épidémiques mettent en jeu quand il s'agit d'allouer des respirateurs, des lits, du temps. The Children of Men de P.D. James substitue à la contagion la stérilité. Pas de transmission, donc une forme d'extinction. Et la violence politique qui fleurit quand une société ne sait plus projeter. Cette promenade n'est pas un canon. Elle montre à quel point le sous-genre n'est pas monotone. Il va de la chronique sèche au conte baroque, du protocole scientifique au cœur de voix. L'important n'est pas de cocher le virus qui tue plus vite, c'est de choisir le point d'écoute. On croit souvent que les histoires d'épidémie sont forcément macro, ville, état, courbe. Les textes solides sont l'inverse, ils parlent d'un minuscule. Un thermomètre dans une cuisine, une chaise laissée sur un palier, un badge accès restreint qu'on colle en vitesse. Une main gantée qui hésite avant de frôler un front, un appel distancié pour dire ce qu'on ne veut pas dire. Le macro vient après. La littérature n'a pas à rivaliser avec notre centre d'opération. Elle a la capacité de loger dans une phrase la fatigue qui n'atteindra jamais les conférences de presse. Le faux pas, effleurer sa bouche avec des gants vaut plus qu'un chiffre. L'autre force, c'est la gestion du collectif. Les romans efficaces ne sacralisent pas l'État ni diabolisent les soignants. Ils démontent les couches. Brancardiers, infirmiers, médecins, agents d'entretien, ambulanciers, administratifs qui pleurent sous les tableurs. Responsables politiques qui improvisent, voisins qui s'organisent, familles qui inventent des adieux. Ils savent que le mot « nous » n'est jamais plein. Il est fait d'inégalités, d'accidents, d'exceptions. Ils savent que l'épidémie révèle les coutures d'une société qui a le luxe de s'isoler, qui tient la logistique, qui est essentielle mais interchangeable, qui meurt loin et qui a le droit au cimetière. Et puis, il y a le protocole. Rien de plus romanesque qu'un protocole bien raconté. Tu le suis, tu le modifies, tu le transgresses quand la réalité te le demande. Andromeda fait tourner le plaisir sur ces roues-là. Tant de textes médicaux aussi. L'important est le grain. Nommer précisément sans céder au jargon. Dire la logique d'un geste sans faire court. Montrer ce que coûte de respecter une règle et ce que ça risque de la tordre. L'épidémie, côté fiction, est l'école du cas par cas. Dans ce sous-genre, quelques erreurs sont récurrentes. La première, c'est l'ennemi commode. Construire l'intrigue sur « les étrangers amènent la maladie » est vieux comme la peste et aussi toxique aujourd'hui qu'hier. On peut écrire la circulation, les voyages, les chaînes d'événements sans transformer des corps en vecteurs symboliques d'une peur politique. La littérature qui tient refuse les boucs émissaires faciles. Elle montre que la contamination suit des routes. Travail, pauvreté, mobilité, promiscuité. Et que la responsabilité n'est pas dans un passeport, mais dans une organisation. La seconde erreur, c'est la science gadget. Un acronyme, 3 tubes à essai, un chercheur génial qui trouve un remède en 2 chapitres. On perd le lecteur sérieux et on trahit la beauté du travail réel. Le labo, en fiction, est une procédure lente. Un débat, des impasses, des biais, des essais qui ne parlent pas.
C'est là que se loge la tension. Quand annoncer, retarder, discuter, contradictoire. L'antidote magique, c'est l'équivalent du Deus ex machina. Au mieux, une fable, au pire, une trahison. Troisième piège, le spectaculaire. Montrer des corps en souffrance comme un ménage visuel. Multiplier les scènes de détresse au bloc comme des attractions. C'est facile et indécent. L'épidémie bien écrite travaille l'ellipse et l'après-coup. La chaise vide, le téléphone qui n'appelle plus, la gamelle du chien, la robe que personne ne repassera, les compteurs qui continuent. La pudeur n'est pas l'ennemi de l'intensité, elle en est la condition dans ce champ. On dit chronique et procédure. Il faut ajouter la polyphonie. Les romans épidémiques aiment les cœurs. Voix de soignants, de malades, de proches, de responsables, de sceptiques, de croyants. Pas pour faire panorama, mais parce que la contagion est intrinsèquement distribuée. World War Z a popularisé ce type de montage. Station Eleven l'a poétisé. Les journaux intimes, eux, maintiennent la densité. On ne fait pas l'histoire, on tient les jours. On parle aux absents, on note ce qui arrive au corps. Le récit épistolaire, donc composé de mails et de messages, mesure la distance, indépassable pour des adieux, miraculeuse quand elle permet un lien. Un sous-domaine fascinant, c'est la cartographie. Certains livres font entrer la carte dans la phrase. Quartier bouclé, couloir d'hôpital, flux logistique, itinéraire de livraison, coupe de ville, plan d'un immeuble où la quarantaine dessine des codes. Le roman épidémique n'a pas besoin d'illustration quand il sait dire la géométrie. Couloir, sas, porte, barrière, banc. La narratrice qui compte ses pas du lit à la fenêtre donne plus de réalité qu'un plan. Toute histoire de contagion est une histoire de frontières. La peau, première frontière, cède. Fièvre, toux, éruption, fatigue, souffle court, douleurs sourdes, odeurs qui disparaissent, goût qui se perd. Le corps devient un pays étranger. À l'autre bout, le corps social cède à son tour. Hôpitaux saturés, écoles fermées, boutiques ceinturées et rubalisées, tribunaux qui reportent, cultes suspendus, le sous-genre tient dans ce va-et-vient. Comment le corps singulier fait l'expérience de l'expropriation pendant que la société fait l'expérience de sa dépendance ? Les livres justes s'autorisent les deux focales. Ils n'effacent ni la biographie ni la structure. La question du tri cristallise cette dialectique. Il n'y a rien de plus difficile à écrire que l'instant où quelqu'un dit « on n'a plus ». Ce n'est pas une polémique, c'est une cartographe ordinaire. De bons textes ne se repassaient pas la scène, ils la traitent pour ce qu'elle est. Un poids moral qui casse des soignants, une décision prise dans un contexte qu'ils n'ont pas choisi, une douleur inoubliable pour des proches, une phrase que la société préférera oublier quand elle ira mieux. Là encore, la littérature a une fonction, archiver sans humiliation, rendre lisible ce que la communication institutionnelle ne peut pas dire. La contagion comme métaphore a servi à tout, parfois pour le meilleur. Pensez la diffusion d'une idée, d'une émotion, d'un style, d'un mouvement. Et souvent pour le pire, associer des personnes à des miasmes. Les auteurs qui tiennent le coup font attention à où ils placent la frontière entre le concept et l'humain. Quand La peste de Camus parle d'extermination morale, on entend plus que des rats, on entend l'occupation, on entend le mal qui se propage par la lâcheté, la peur et l'habitude. Cette extension est légitime parce qu'elle ne désigne pas, elle invite à l'examen. L'inverse, la contamination appliquée à des populations nommées, est un raccourci qui fait mal. L'histoire a assez d'exemples où l'épidémie a servi à éduquer la haine pour que la fiction soit doublement responsable. On peut faire d'un virus une figure, pas d'une personne. On peut écrire la peur du toucher sans faire des personnes sales, des figures de récit. C'est une hygiène de langue aussi importante que l'hygiène des mains quand tu écris contaminé. Tu parles d'un statut, pas d'une identité. On l'a dit, l'hôpital n'est pas un décor d'effet. C'est une machine humaine qui tourne sur de l'attention, du sommeil arraché, des transmissions, des listes, des « on repasse dans une heure », des petits coups de fil, des « madame, on va tout faire pour que… » Les fictions les plus honnêtes passent par cette micro-mécanique. Elles savent ce que c'est qu'une garde trop longue, un masque qui blesse la peau, un double gant qui retire la sensation, un rire en salle de garde qui n'est pas une insulte, mais un mur qu'on se construit pour tenir. Le laboratoire, lui, est un temps. Il se trompe, il répare, il s'autocorrige. Il fait des comités, il écrit, il se fait relire. Il doute en public. Les récits respectueux savent que la retenue fait partie de la vérité. Et que l'erreur, quand elle arrive, n'est pas une machination. Souvent un système qui presse, une hiérarchie qui protège mal, une course au résultat qui aplatit la prudence. Écrire cela n'affaiblit pas la science, ça la renforce. Et puis, il y a la logistique. On parle rarement de palettes, de frigorifiques, de camions et de chauffeurs dans les romans. Ceux qui s'intéressent à l'épidémie ne peuvent pas l'éviter. Ce sont ces chaînes-là qui font que le soin arrive.
Faire entrer un transpalette dans la phrase ne la rend pas prosaïque, ça la fonde. L'horreur épidémique n'a pas besoin d'un monstre. Une livraison ratée dans une nuit de froid suffit si tu sais de quoi tu parles. L'un des motifs les plus riches, c'est la pièce. La quarantaine transforme une chambre en territoire. Zonage, trajet, objets déplacés, fenêtre qui devient cinéma, porte qui devient frontière, salle de bain qui devient douane. Les récits qui saisissent cette cartographie micro sont bouleversants parce qu'ils font de l'intime un monde. On lit des journaux où quelqu'un découvre la mesure de son appartement, de sa voix, de ses heures, de son angoisse. La solitude prend une valeur de personnage. Elle a des humeurs, utiles un jour, féroces le lendemain. Et dans cette pièce, un autre motif grandit, la communication médiée. Écrire, appeler, enregistrer, envoyer des messages vocaux, regarder des visages en rectangle, couper, rappeler. Le roman épidémique moderne sait ce que ça fait à un deuil. Qu'on ne serre pas un corps, qu'on ne croise pas un regard, qu'on transmet un adieu en texte ou en voix. Cette pauvreté-là demande une écriture précise, pudique, informée. Il ne s'agit pas de faire pleurer, il s'agit d'attester. Le sous-genre ne s'arrête pas à la courbe qui redescend. La question des séquelles, physiques, neurologiques, psychiques, sociales, appelle des romans de l'après. L'après, c'est la fatigue qui n'a pas de nom public, le souffle qui manque, la rééducation, les peurs nouvelles, les réflexes, désinfectés, évités, recalés, qui ne s'éteignent pas. La carrière qui a bifurqué, le couple qui ne revient pas, l'enfant devenu adulte trop tôt, l'amitié qui s'est cassée sur une divergence de risques. Ce sont des vies à hauteur de chaises et de calendrier. La mémoire demande un autre type de récit. Non pas la reconstruction héroïque, mais l'archive vivante. Qui raconte, qui écrit une plaque, qui signe un budget pour des stocks stratégiques, qui relie ses propres consignes à la lumière de ce qu'on a appris. La littérature peut jouer ce rôle d'alarme douce, nous rappeler ce que la vie rapide voudra oublier. La lassitude, le soin, l'inventivité, les erreurs, les excuses qui n'en étaient pas, les excuses qu'on doit accepter. La reconstitution, elle, n'est pas un grand chantier, c'est de la couture. Réouvrir une bibliothèque, refaire une saison de théâtre, réapprendre à se réunir sans surveiller chaque respiration, réorganiser un service, réécrire un protocole, décider comment on commémore. Les livres qui s'y collent refusent de clore par un « on a gagné ». Ils préfèrent une ambivalence digne. On a perdu, on a sauvé, on s'est trompé, on a appris et on continue. Si je devais te laisser avec des trajectoires, je te parlerai de l'évidence classique et de la ligne la plus discrète. Le livre La Peste demeure parce qu'elle ne choisit pas une fable biologique. Elle écrit le nous quand il devient difficile. Elle a des angles morts, classe, genre, colonialité, mais elle donne une forme simple à des nœuds moraux complexes. Journal of the Plagueyear reste moderne parce qu'il invente ce que nous avons vécu, le document comme drame. Blindness tient par sa radicalité formelle. La cécité te force à lire autrement. L'anonymat, femme du médecin, garçon au strabisme, nous retire le confort des biographies. Andromeda séduit parce que la procédure y est musique. Station Eleven parce qu'il refuse l'esthétique de l'effondrement et préfère écrire la poursuite du beau. Severance parce qu'il nomme la contamination la plus triviale, le travail à vide. Puis enfin, Zone One parce qu'il invente une façon de parler du zombie qui n'a plus rien d'innocent. Là, c'est la gestion qui fait peur. J'aime aussi des livres de bord où l'épidémie n'est pas qu'un fond qui révèle des gestes. Parfois, ce sont des courts récits hospitaliers. Parfois, des poèmes écrits par des soignants. Parfois, des romans d'action qui s'arrêtent une seconde de plus que prévu sur un regard entre deux passes de Charlotte. Ils n'ont pas de titre canonique, mais ils font travail dans les bibliothèques. Ils fixent ce qui, sans eux, deviendrait silence. On pourrait dire, nous avons une autre dose, passons. La littérature n'est pas une piqûre, c'est une forme de mémoire et de préparation. Ces fictions nous touchent parce qu'elles attrapent des choses qu'on n'ose pas dire autrement. La jalousie éprouvée devant un voisin qui a pu partir à la campagne, la colère contre un responsable qui dit « à ce stade », la honte d'avoir vite oublié, la gratitude muette envers une aide-soignante qui a tenu un téléphone devant un visage, la fatigue d'un professeur qui a parlé à des initiales pendant des mois, l'absurdité d'une entreprise qui a découvert le télétravail et ne veut plus en démordre, l'aigreur d'un commerce qui n'a pas réouvert, la joie aussi, parce qu'il y en a eu, de retrouver une table, un banc, un cinéma, un club de lecture, une place et des corps qui se retouchent. Ces textes doivent rester lisibles parce qu'ils proposent une grammaire pour nos prochaines peurs.
Pas un plan, pas un protocole, mais une écoute. Ils apprennent à préférer le cas au slogan, la lenteur à la panique, le témoignage à la rumeur, l'attention aux chiffres bruts, l'ellipse au spectacle. Ils apprennent surtout à parler de la maladie sans faire des malades des supports narratifs, à donner des noms là où la bureaucratie voudrait des catégories, à donner du temps là où l'urgence voudrait tout accélérer. Je m'éloigne avec 3 images volontairement modestes. La première, une fenêtre de chambre d'isolement, avec une plante posée là qui ne devrait pas être là. On l'a amenée contre les règles, on l'a laissée et personne n'a dit non. Le soleil qui passe à travers ses feuilles fait sur le linoléum des ombres d'été dans un lieu d'hiver. Cette discordance, si un roman la voit, tout est dit. La deuxième, un cahier de liaison d'équipe avec une note écrite trop vite, une faute, un emoji griffonné en douce et un « merci pour la garde d'hier ». Rien de grand, et c'est exactement ce qui tient des gens debout. La troisième, un banc sur une place où l'on ne s'assoit plus, occupé par 2 personnes qui ne se touchent plus. Elles se parlent sans baisser la voix. Elles racontent, elles se laissent des minutes sans mots, le monde a de nouveau de la place. La littérature sert à garder ces bancs ouverts dans la tête quand la prochaine fois tout voudra se refermer. La promesse, enfin, n'est pas celle d'un genre qui fait mieux que la médecine, l'État ou la science. C'est une promesse de tenue. Tenir contre la tension de pointer des coupables faciles, tenir contre l'oubli, tenir contre la pulsion du spectacle, tenir pour celles et ceux dont la voix ne s'entend pas dans les comptes rendus. Les fictions d'épidémie sont des récits de liens, elles ne guérissent personne. Elles aident à se souvenir que nous ne tenons jamais seuls et que c'est précisément ce fait, notre dépendance, qui rend la contamination terrifiante et l'entraide possible. Voilà pour cet épisode consacré au sous-genre littéraire de la contamination et de l'épidémie. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram si tu veux poursuivre le débat avec moi à 50 nuances d'horreur. Je te dis à très vite pour de nouvelles histoires d'horreur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.